Salut les amis, alors nous voici pour un épisode de vos conseils un petit peu spécial, car l'amie à qui j'ai demandé quel livre elle me conseillerait de faire ou quel livre elle aimerait bien que je fasse en critique, m'a demandé de faire la saga Wicca de Kat Tiernan. Alors je veux dire Kat, je sais pas si on doit dire Kate, mais bon, quand ça s'écrit qu'un C, moi je dis Kat. Et en fait, il se trouve que cette saga, je l'ai déjà lue. Je l'ai même déjà lue 2 fois pour la majorité, parce que je l'avais relue quand il y avait les derniers tomes qui étaient sortis, et que c'est quelque chose que j'avais pas du tout envie de relire. Du coup, elle m'a demandé ça il y a plusieurs mois, et je lui avais dit oui, bon, peut-être un jour, je ne sais pas, peut-être que, parce que j'avais pas envie, en même temps, voilà, j'ai envie de prendre des conseils de diverses personnes, et cette amie, c'est la première fois qu'elle me donne un livre à conseiller, donc je voulais quand même faire ce qu'elle m'avait dit, mais c'est vrai que voilà, c'était une saga, je l'ai déjà lue 2 fois. Enfin, j'avais beaucoup aimé le début, mais j'ai pas du tout aimé les fins. C'est une auteure typiquement qui fait toujours ça. Elle fait des débuts que je trouve vachement bien, et à chaque fois, les choses se terminent de manière vraiment horrible. Enfin, horriblement décevante. Hein. J'ai mis du temps à m'y remettre, mais là, ça y est, j'ai décidé, j'ai lu le premier tome. Alors, j'ai lu le premier tome, comme je vous disais, qui s'appelle Wicca, tome 1, Éveil. Je le dis parce qu'il y a 50 milliards d'éditions de ce truc. Et là, apparemment, c'est la fusion de 3 livres dans une autre édition. Je préfère ça, parce que sinon ils seront trop petits, et moi j'aime bien les livres un minimum conséquent, donc je préfère quand ils sont fusionnés tous les 3. Alors en résumé, comme son titre l'indique, ça va parler de Wicca. C'est une saga avec des adolescents, donc on est dans un lycée, on a une héroïne classique de ce genre de roman qui dit qu'elle est pas très belle, alors que les autres filles, sa meilleure amie, sa sœur, tout le monde est beau sauf elle, et elle a rien de spécial, elle est quelconque, les garçons s'intéressent pas à elle, etc. Donc voilà, ça fait un peu penser à Twilight et à tous les débuts de ce genre de saga. Et évidemment, comme dans Twilight et comme dans tout ce genre de saga, il y a un beau mec qui arrive au lycée, où toutes les filles sont en mode « Oh là là, mais dis donc, qu'est-ce qu'il est beau, et qu'est-ce que j'aimerais sortir avec lui, oh là là, oh là là ». Et l'héroïne tombe un peu amoureuse de lui au premier coup d'œil. Alors l'héroïne s'appelle Morgane, et le gars en question s'appelle Cal. Tout le monde tombe un peu amoureux de lui au premier coup d'œil, et ce gars va leur dire tiens, je vais organiser un truc, venez avec moi, etc. Donc tout le monde y va, parce que tout le monde se dit oh trop bien, j'ai envie de me rapprocher de lui. Et en fait, son truc qu'il organise, c'est un cercle pour apprendre aux gens justement la Wicca. Et à ce moment-là, l'héroïne va ressentir des trucs très intenses et très particuliers, et donc le gars va lui expliquer après que pour les gens, entre guillemets, normaux, la Wicca, c'est juste une religion sympa qui permet de se mettre en harmonie avec la nature. Mais pour certaines personnes très rares qui sont des sorciers de sang de cette grande famille, eux, ils ont des vrais pouvoirs, et eux, la Wicca leur donne réellement le moyen d'y accéder. Et vu que Morgane réagit très fortement à chaque fois qu'ils font des cercles, c'est probablement parce qu'elle en fait partie. Le truc complètement classique, hein, comme Vampire et compagnie, sauf que là, on est dans la Wicca. Sachant que moi, quand je l'ai lu la première fois, ça devait être dans les années, je sais pas, 2010, 2011, 2012, ça fait plus de 10 ans. J'avais encore beaucoup de sympathie pour la Wicca, parce que sachant que cette amie et moi, quand on était au lycée, c'est elle qui m'a fait découvrir la Wicca. Elle était pas Wiccan, mais elle avait un peu envie de le devenir, en tout cas elle trouvait ça génial. Et elle m'a fait découvrir le concept, et à l'époque on se disait que quand on aurait fini le lycée et qu'on aurait notre propre endroit où habiter, etc. On se disait qu'on allait devenir Wiccan, qu'on allait faire des cercles, qu'on allait faire des rituels, qu'on allait faire des trucs. Donc de base, quand j'ai découvert ce livre, j'avais pas encore vraiment fait l'impasse sur le surnaturel autant qu'aujourd'hui. Et donc ça me disait des choses que j'avais énormément envie de croire. Parce que la Wicca, moi au début ça m'intéressait, puis en fin de compte, justement une fois que j'ai compris que c'était juste un truc d'harmonie avec la nature et que il y avait pas vraiment de vraie magie, ça m'a beaucoup moins intéressé. Mais ce livre, comme il faisait exactement ce que j'espérais que la Wicca ferait quand j'étais jeune, ça m'a fait rêver. Donc la première fois que je l'ai lu, j'ai énormément adoré. Mais comme je vous dis, j'ai énormément adoré le début et pas du tout les fins. Mais là aujourd'hui déjà, même le début m'enthousiasme moins. Après j'ai toujours de la sympathie pour ça parce que j'ai un gros background avec. Enfin, pour vous dire en quoi ça me change. Et pour moi ça signifie pas la même chose que n'importe quelle saga justement de vampires ou quoi. J'en suis quand même un peu revenue, et du coup ce livre je pense que je vais le voir avec un regard potentiellement beaucoup plus critique aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Alors l'histoire, donc c'est l'histoire d'une fille au lycée qui rencontre un beau mec, qui est amoureuse de lui, qui va vouloir avoir une relation avec, et avec autour des histoires de, voilà, il y a des pouvoirs surnaturels, il y a potentiellement des gens malveillants, des gens comploteurs, et puis elle va apprendre des vérités sur son passé, parce que ses parents n'avaient pas l'air du tout d'être des sorciers, donc il y a bien une explication si elle est sorcière de sang et que ses parents n'en ont pas l'air. C'est franchement pas du tout original. Après, ça n'empêche pas que ça peut être sympathique si on aime bien ce genre de littérature, hein. Voilà, des ados dans un lycée, des complots entre ados, des soirées entre ados et compagnie. Bon, si on aime ce genre d'ambiance, pourquoi pas, je pense que c'est pas plus mauvais qu'autre chose, mais il faut aimer ça, quoi.
Le concept, c'est juste, comme je vous dis, de faire un roman, j'allais dire jeunesse, mais je sais pas si c'est jeunesse, mais un roman pour adolescents, avec la Wicca comme concept de truc qu'on fait découvrir à des ados, et comme univers surnaturel dans lequel on rentre, comme ça pourrait être justement pour les vampires et compagnie. Donc c'est juste ça. Après, à ma connaissance, j'avais pas lu d'autres livres qui le faisaient, et ça le fait assez bien, donc je pense que ça a quand même le mérite d'exister. Déroulement de l'intrigue, on est du point de vue interne de Morgane et c'est écrit à la première personne, mais en début de chapitre, on a des extraits de journaux ou de pensées, on sait pas trop, des extraits de ce que du coup pense ou dit une autre personne. Dans le premier tome, donc pas l'ensemble du livre que je viens de lire, mais le premier tiers du livre que je viens de lire, que comme je vous disais, dans d'autres éditions c'est des tomes séparés, comme dans d'autres éditions c'est des tomes séparés, ça change justement de personne qui écrit les extraits au début à chaque partie. Dans la première, c'est une personne où on a juste des phrases et il n'y a pas de signature, rien. On comprend quand même assez vite, donc je pense que je peux vous le dire que c'est le fameux Cal qui écrit ça. Il dit des trucs du genre oui, ça fait tellement longtemps que je la cherchais, mais je pense que c'est elle, machin, tout ça. Donc on se dit, bon bah voilà, il y a des grandes chances que ça veut juste dire que lui aussi il est intéressé par l'héroïne. Maintenant ça nous dit pas pourquoi il est intéressé par elle. Donc ça c'est le premier. Et ensuite dans le deuxième, à partir du deuxième, on a des signatures, mais ce qu'on nous a pas encore expliqué, je crois, dans ce tome-là, mais qu'on nous dira sûrement par la suite, si je me souviens bien, en tout cas je sais plus, mais bon bref, c'est que les Wiccans, ils ont 2 noms. Ils ont leur nom du coup de tous les jours que tout le monde connaît, et ils ont un nom personnel qui se sont donnés quand ils sont devenus sorciers, et que ceux-là, il y a que leur coven qu'ils connaissent, je crois. Et du coup, en fait, les gens qui signent à partir donc de la deuxième moitié du premier tome, ils signent avec leur nom de sorcier, donc au départ, on ne sait pas forcément qui c'est, puisque nous, on les connaît que sous leur nom de tous les jours. Et en général, on l'apprend vers le milieu du livre, grâce à des choses que eux-mêmes ils ont dit dans leur propre journal, ou à des déductions qu'on peut faire avec le reste. Donc voilà, c'est la seule à peu près originalité, je dirais, littéraire qu'il y a dans ce livre. C'est ces petits extraits de journaux qui sont pas si originaux que ça, parce qu'il y en a dans beaucoup de livres, et beaucoup de, entre guillemets, meilleurs que ceux-là. Mais c'est quand même une petite particularité qu'il fallait citer. À la fin, j'y reviendrai. Oui, en déroulement de l'intrigue, je peux vous dire aussi que les livres, entre guillemets, ou les parties de livres, ont tendance à se terminer sur des cliffhangers, et ça m'embête un peu. J'aime pas les cliffhangers, vous le savez. Là, ça va, parce que comme c'est 3 livres fusionnés en un, du coup, ceux des fins de parties de livres, comme on enchaîne, on n'est pas frustré. Mais j'ai l'impression que les choses qui ont l'air très graves à une fin de livre sont très souvent rapidement désamorcées au début du prochain. Vous savez que je déteste ça. Et là, la fin, je vous dis pas ce que c'est, mais la fin du 3e, donc de ce tome-là pour moi, c'est typiquement un putain de cliffhanger où t'as l'impression que tout s'écroule et que tout est en bordel. Alors je pense que celui-ci, il aura quand même un peu de conséquences par rapport à la moyenne de ceux d'avant, mais il me semble quand même que le fait de nous laisser là-dessus, je trouve ça disproportionné par rapport à l'importance que ça a et à comment ça sera réglé rapidement par la suite. De toute façon, comme je vous dis, cette auteure, elle est toujours très douée pour exposer les problèmes, les situations initiales, et à chaque fois, les choses sont réglées de manière décevante, donc je pense que ça fera pas exception cette fois-ci. Les personnages. Alors Morgane, c'est une héroïne, comme je vous dis, très classique dans le sens où voilà, elle se trouve moche, elle se dénigre beaucoup, elle a pas beaucoup d'estime d'elle-même. C'est une fille qui est intelligente, ce qu'on nous dit qu'elle a une année d'avance en maths et en je sais plus quoi d'autre. Cal, il a une classe au-dessus d'elle, il est en terminale alors qu'elle est en première et du coup elle le voit que dans ces cours-là. Elle est assez vite comme héroïne et ça pose pas de problème au début parce que il va lui arriver beaucoup de choses justement. Elle va soudainement se trouver une affinité avec la magie alors qu'elle en avait jamais entendu parler avant et ça va poser des problèmes à ses parents qui veulent lui cacher la vérité, elle apprend des choses sur son passé. En fait, il lui arrive tellement de choses que le fait qu'elle ait l'air un peu vite, que ce soit une personnalité qui a pas vraiment de trait de personnalité particulier, c'est pas forcément dérangeant, mais je trouve que ça se verra beaucoup par la suite justement quand on aura des fois des points de vue d'autres persos pour certaines parties. Morgane au début je l'aimais bien quand j'ai commencé la saga, mais quand j'ai essayé d'autres persos, quand on revenait à elle, j'étais toujours saoulée. Puis surtout qu'au début elle est un peu mystérieuse, parce qu'en fait, je pense que je vais tout de suite vous le dire parce que c'est la raison pour laquelle ce livre m'avait autant fait kiffer et la raison pour laquelle il m'a autant déçu. Morgane, elle a une attitude entre guillemets ambiguë envers la magie,
Cal lui dit, et par la suite je pense d'autres gens lui diront aussi, il faut faire attention, il y a le triple retour, et puis si tu fais des choses aux gens contre leur gré, bon ben voilà c'est dangereux, tu peux pas connaître les conséquences que ça va avoir. C'est marrant, mais dans ce livre on n'arrête pas de nous dire la magie est géniale, la magie est fantastique, vous pouvez faire des tonnes de choses, mais apparemment la plupart des choses il faut juste pas les faire parce que ça pourrait avoir des conséquences négatives. Et on a l'impression que personne ne fait rien en dehors de Morgane, ce qui est un peu énervant à la relecture, mais la première fois que j'avais lu le livre je l'avais pas spécialement remarqué, et elle décrivait comment elle se sentait toute puissante quand elle sentait la magie affluer en elle, et elle avait envie sur le moment de faire des choses, elle en fait, les choses marchent et elles ont des conséquences, et elle ressent une espèce de fierté, d'orgueil de ça, et elle a envie d'aller plus loin, d'avoir plus de magie, de faire plus de choses avec, et donc on se dit, c'est une attitude qui peut potentiellement basculer vers quelque chose de sombre, le fait de vouloir toujours plus de pouvoir et de triper sur sa toute-puissance, et je pense que c'est pour ça que j'aimais bien le perso au début, parce qu'elle avait cette attitude un peu ambiguë, où certes elle a pas spécialement de mauvaises intentions au départ, mais elle est quand même assez impulsive, hein, quand il y a des gens qui lui font du mal ou quoi, sur le moment elle dit qu'elle a vraiment envie de les blesser, même si c'est qu'une émotion fugace, ben si on a le pouvoir de réaliser nos souhaits, ça devient tout de suite un peu plus dangereux, et la plupart du temps elle veut du bien aux gens, mais du coup quand elle est énervée, elle peut très bien leur vouloir du mal, et le fait d'avoir ce caractère impulsif avec le fait de triper comme ça sur sa toute-puissance et d'avoir un gros potentiel magique, je me disais que c'était un perso qui avait quand même un sacré potentiel de ne pas être justement tout blanc ou tout noir, mais d'avoir des choses qui lui arrivent qui soient un peu ambiguës, et je pensais que ça allait être hyper intéressant. En fait, voilà, je pense que je peux tout de suite vous le dire parce que moi c'est ce qui m'a le plus déçu. En général, elle s'approche du côté sombre, et dès qu'elle est dessus, enfin qu'elle le touche ou qu'elle le frôle, elle se dit non 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 non, et elle fait un gros rétro-pédalage, et après elle se dit à quel point c'est pas bien, et finalement voilà, elle revient en mode fille modèle. Elle le frôle, mais elle y va jamais vraiment. Bah moi, qui étais intéressée par le fait d'y aller, justement, le fait de s'en rapprocher, je trouvais ça vachement excitant, vachement prometteur, et puis après j'étais hyper frustrée, hyper déçue. Et c'est pas uniquement ça que je reproche au livre quand je dis que les fins sont nulles, hein, parce que vous allez me dire, si c'est ça, la plupart des livres ont des fins nulles, puisque la plupart des livres se terminent bien. Mais non, c'est pas ça le problème. Donc Morgane, c'est vraiment un perso qui a le mérite d'être un peu mystérieux, parce que comme je vous dis, voilà, on sait pas trop au départ ses intentions. On sait qu'elle a envie d'être du bien, parce qu'on lui explique que dans les 7 grands clans de sorciers, ils ont chacun leur spécialité. Il y en a un qui sont justement les professionnels du bien, de la magie blanche. Il y en a un qui sont spécialisés dans les pierres, un qui sont spécialisés dans les plantes, un qui sont spécialisés dans les soins, enfin plein de trucs. Et il y en a un évidemment qui sont connus pour vouloir la puissance à tout prix, et qui sont du coup ceux qui sont le plus proches du côté obscur de la magie. Et c'est les Woodban, et elle a dit oui, les Woodban ça me fait peur, je veux pas en entendre parler, ça va avoir des conséquences et on va apprendre des choses sur les Woodban au fur et à mesure de l'histoire. Je pense que vous pouvez déjà vous douter d'un certain nombre de choses, et moi c'est quelque chose qui me faisait plaisir et que j'aimais bien. J'aime pas comment ça se termine. Donc ça c'est Morgane. Cal, en fin de compte, c'est le mec parfait. Et pareil, on peut mettre un peu ce qu'on veut dedans. Parce que là, à la relecture, je me rends compte qu'il est quand même assez vide. On nous dit qu'il se fait apprécier par tout le monde, qu'il est sympa avec tout le monde. Voilà, il propose son cercle. Les gens qui ont fait les cons, qui ont rigolé, qui ont pas pris la Wicca au sérieux, il leur dit ce sera pas la peine de revenir. Et donc ils le prennent un peu mal, mais lui il le dit, mais en souriant et gentiment. Donc encore une fois, il a un côté très diplomate, très sociable. Ça pourrait constituer une partie de sa personnalité, je sais pas, ouais, on sait qu'il a vraiment un côté charismatique et que tout le monde le kiffe au premier coup d'œil, mais comme je vous dis, je trouve qu'après coup, on a vraiment l'impression que c'est juste le mec parfait. Ce qu'il a dans le fond, pourquoi il agit, etc., on le sait pas. Et je pense que c'est ça qui fait que le perso est intéressant au début, le fait qu'il ait l'air super classe, mais qu'on connaît pas ses motifs, et que du coup il y a un côté, encore une fois, un peu sombre, intriguant, où on se demande si... de quel côté il est, et qu'il y a quelque chose d'un peu excitant à ne pas le savoir et à prendre un risque avec. Dans ce sens-là, oui, on peut dire qu'il est intéressant. C'est un gars, qui dit... que tout est harmonieux, que la Wicca c'est un cercle d'équilibre, que du coup il n'y a pas de bon ou de mauvais côté. C'est quelque chose qui va pas mal revenir et dont on parlera plus par la suite si j'ai le courage de commenter les tomes suivants. On nous dit aussi, oui, il a une grande maison, il a une piscine dans sa maison, il a une chambre immense qui fait tout l'étage, où il a un lit qui est aussi un espèce d'immense lit à baldaquin. On a l'impression d'arriver dans un rêve, que lui c'est le mec parfait, qui a la maison parfaite, la mère parfaite, parce que sa mère elle est aussi super gentille, super charismatique, c'est une sorcière très connue, que tout le monde aime, qui dirige son propre cercle. Enfin, on a l'impression que c'est le truc parfait. Évidemment, voilà, on sait pas ce que ça cache, et c'est un côté mystérieux, oui, c'est cool. Je trouve que c'est un peu... une façade avec pas grand chose derrière. Peut-être que la façade m'avait parlé la première fois, mais là en tout cas j'ai l'impression de voir
Comme si vous êtes justement à un théâtre et que vous voyez que c'est un décor et que vous n'arrivez pas à faire abstraction du fait que vous êtes conscient que c'est un décor et que c'est faux, quoi. En même temps, comme je vous dis, c'est la 3e fois que je le relis, alors que j'avais pas envie de le relire. C'est certainement un peu pour ça. Et pourtant, j'ai quand même pris du plaisir à le relire, je me suis pas ennuyée, j'étais encore prise dans le suspense. Mais toutes les choses qui étaient mystérieuses au début, elles m'ont paru vraiment grossières à la 3e lecture. C'est un livre qui est mystérieux seulement la première fois et seulement si vous êtes sensible à ce type de choses. Si vous êtes aussi justement une fille qui rêve un peu du mec idéal, mais tout en se demandant si c'est possible et s'il n'y a pas forcément un côté obscur derrière et en ayant un mélange d'attraction-répulsion à ça. Si vous tripez sur ce genre de truc, ça peut sûrement marcher. Maintenant, pour les autres gens, je pense qu'ils se diront que c'est un peu quelconque. Et en dehors de ça, il y a d'autres persos. Il y a Bree, la meilleure amie de Morgane, qui va aussi être amoureuse de Cal, et donc les deux vont s'embrouiller et on va se rendre compte que Bree, elle est quand même assez égocentrique parce qu'elle part du principe que Morgane est censée lui laisser Cal, alors qu'elle s'est même pas demandé si Morgane était aussi amoureuse de lui. Bon, Morgane lui a pas dit non plus, elle aurait peut-être mieux fait de lui dire, hein, très clairement, je pense que c'est sûr, elle aurait mieux fait de lui dire dès le début. Mais du coup, Bree, elle a juste l'impression que Morgane est injuste quand elle se rapproche de Cal et qu'elle fait ça pour l'énerver ou qu'elle la respecte pas, parce qu'elle a dit qu'elle était amoureuse de lui alors que Morgane n'a rien dit. Mais nous, on savait qu'elle était amoureuse de lui. Mais bon, du coup, les deux vont s'engueuler, se faire des dramas. Et après, on a plein de persos secondaires qui sont les persos que Cal va inviter dans le cercle. Donc on a Matt, qui est un gars, je vois même pas ce qu'il a de particulier en fait. C'est juste un gars quelconque qui a l'air de tomber facilement amoureux et de se faire un peu avoir par les filles. Raven, qui est une fille gothique, c'est un peu sa seule caractéristique. Qui est aussi en kiff sur Cal et qui va se rapprocher de Bree une fois que Bree sera engueulée avec Morgane. Robbie, qui est un autre ami de Morgane, qui est un gars qui a plein de boutons sur la gueule et que les autres méprisent un peu. Morgane va réussir à lui faire un sort pour lui enlever ses boutons et du coup après il va devenir super mignon et tout le monde va le kiffer. Et lui il est un peu mitigé parce qu'il lui dit j'aurais quand même préféré que tu me le dises et justement c'est par rapport à ça que Cal lui dit non mais on lance pas des sorts aux gens contre leur gré, etc. Il faut les prévenir, il faut qu'ils soient consentants. Donc tout le monde lui dit ça se fait pas ce que t'as fait, mais en même temps Robbie il est bien content d'être devenu beau. Jenna, une fille aussi quelconque qui va faire partie du cercle et qui va sortir avec Matt, mais ensuite Matt il devient distant avec elle et on sait pas pourquoi et machin, enfin des dramas à la con de lycée. Je sais même pas si c'est la peine que je vous essaye de les citer tous ces persos parce qu'ils ont vraiment rien de spécial. Moi en tout cas par la suite je les ai oubliés. Je pense qu'ils ont de l'importance que justement au début quand on connaît pas grand monde, ça fait une ambiance, le cercle, on se dit voilà il y a du monde, il y a des gens. Et d'ailleurs ça m'a fait rire parce qu'à un moment Cal dit oui vous apportez chacun une richesse au cercle. Ouais en fait vous êtes juste là pour le nombre, j'ai l'impression. Pour que le cercle on se dise que c'est un certain nombre de gens. Au début ils sont 9, après il y en a qui s'en vont. Et pour moi c'est des persos un peu remplissage qui ont quasiment rien de spécial. Ils ont souvent une caractéristique, soit physique, soit dans leur attitude ou quoi, mais c'est quand même des persos un peu vides. Après il y a la sœur donc de Morgane qui s'appelle Marika, qui est une espèce d'ado de base aussi, qui sort avec des mecs et qui se fait passer un peu pour plus grande que ce qu'elle est, qui est beaucoup plus sur l'apparence que Morgane. Donc elle s'habille bien, elle se maquille et compagnie, et elle essaye de conseiller sa sœur sur les vêtements. Voilà, hein. Comme je vous disais, après il y a la mère de Cal qui est charismatique et qui a l'air un peu mystérieuse et tout le monde a envie spontanément de lui plaire, de se rapprocher d'elle, etc. Enfin, elle a l'air un peu comme son fils, de susciter une espèce d'attraction un peu immédiate sur les gens. Les parents de Morgane qui ont décidé qu'ils aimaient pas la sorcellerie, on apprendra par la suite pourquoi, sinon ils ont l'air plutôt gentils en dehors de ça. Alors apparence, je vous ai dit que Morgane, elle disait plusieurs fois qu'elle est pas très belle, qu'elle a un gros nez, qu'elle est plate comme une planche à pain, etc. Alors qu'une fille se traite elle-même de planche à pain, j'ai trouvé ça très triste. Et Cal, on nous dit beaucoup qu'il est très beau, mais en fin de compte, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de descriptions de lui. Il me semble qu'il est brun, mais j'en suis même pas sûre. Et par contre, ce qu'on nous dit beaucoup, c'est qu'il a les yeux dorés. Et à part ça, genre que physiquement, il est parfait, mais sans nous donner vraiment beaucoup de détails. J'avais l'impression qu'il y en avait la première fois que j'ai lu, puis là, je me dis bof. Alors par contre, il y a quand même des descriptions de vêtements de certains persos, vu qu'on nous dit qu'un tel ou un tel est bien habillé et que Morgane galère à choisir ses vêtements et qu'elle a l'impression qu'il n'y a rien qui lui va. On nous dit que Bree, elle est super belle. Enfin, elle, on nous l'a décrit quand même, parce qu'on nous dit qu'elle a les cheveux ondulés, comme si elle était pas bien coiffée, mais que sur elle, ça donne toujours un côté classe. Ça a toujours l'air stylé, alors que Morgane sait très bien que sur elle ça ferait pas ça. Cal, on n'arrête pas de nous dire qu'il est beau, mais je trouve qu'on le décrit pas tant que ça en dehors de ça, et que c'est un peu dommage. Les personnalités, vous voyez, elles sont assez simples. Le truc c'est qu'il y a du mystère et c'est ça qui fait qu'on peut accrocher potentiellement. Malheureusement, du coup, une fois qu'on sait où ça va, je trouve que c'est un peu vite. L'évolution, j'ai peut-être des critiques aussi à faire parce que Morgane, au départ, elle connaît absolument rien de la magie. Enfin, des critiques à faire où je sais pas si elles sont justifiées, mais en tout cas, je trouve que les questions méritent d'être posées. Morgane, elle découvre la magie et jusqu'ici, elle était chrétienne et elle avait pas spécialement de problème avec ça.
Et en fait, quand elle découvre la Wicca, alors oui, elle a une espèce de révélation où elle a l'impression de se retrouver elle-même, et après on nous dit que quand elle voit des plantes aromatiques, elle a l'impression que ça lui rappelle un espèce de passé ancestral, elle a des formules qui lui reviennent à l'esprit, et qu'elle lui dit aussi que ça peut être une mémoire ancestrale, c'est un truc assez rare qu'ont que les sorciers très puissants, qui peuvent se rappeler des formules qui ont été créées par leurs ancêtres en gros. Admettons que ça soit pour ça, mais je trouve quand même que quand elle apprend que la Wicca existe, on a quelques chapitres où elle découvre un peu les noms des choses, voilà, qu'est-ce que c'est les sabbats, les noms des fêtes, la dague rituelle, ça s'appelle un atame, tout ça, ça prend quelques chapitres où elle découvre ces trucs-là, et par contre, après, alors qu'il y a que, justement, quelques mois qui se sont passés, elle se met, par exemple, quand il lui arrive un truc choquant, à faire des « Oh, au nom de la déesse !» Alors qu'elle a pas du tout été élevée là-dedans, ça fait que quelques mois qu'elle en a entendu parler, et elle en est déjà à sortir des phrases comme ça, dans une situation d'urgence, enfin, où elle dit ça en mode réflexe sans réfléchir. Alors admettons que ce soit sa mémoire ancestrale aussi qui ait pris le dessus, mais je trouve ça très bizarre quand même qu'une fille qui jusqu'ici a été élevée dans le christianisme et tout, qu'au bout de quelques mois à entendre parler de la Wicca, elle te balance des au nom de la déesse quand elle est énervée ou qu'elle est apeurée ou quoi. Après, vous allez peut-être me dire que je chipote. En tout cas, l'évolution, c'est surtout l'évolution justement de Morgane au sein de la Wicca. Il y a un peu l'évolution de la relation entre Morgane et Cal, mais ça, c'est assez classique en fin de compte. Au départ, ils s'aiment mais ils se l'avouent pas, et ensuite ils s'aiment et ils se l'avouent. Ensuite, il y a des gens qui font un peu flipper, qui se rapprochent d'eux et qui du coup font qu'ils vont devoir se montrer qu'ils se soutiennent et affronter le problème ensemble. Je pense que je peux tout de suite vous dire, même si ça se voit pas encore dans ce tome, que la suite sera plus originale, parce que là on a l'impression que c'est vraiment l'histoire type cliché, une espèce vraiment de copier-coller de Twilight et compagnie. Et je dis pas Twilight et compagnie pour dénigrer Twilight, hein, mais Twilight il a fait un truc entre guillemets un peu original et plutôt bien écrit et bien fait, et après tout le monde s'est mis à sortir la même chose avec un ou deux détails qui diffèrent. La plupart le font moins bien, et en plus quand tu copies quelque chose qui existe déjà, ça se voit et ça fait un truc un peu sans âme, donc la recette Twilight pour moi est largement inférieure à l'original. Parce que j'aime bien Twilight, hein. J'adore pas, mais je trouve ça moyen plus. Donc pour moi, quand je dis que quelque chose prend la recette Twilight, et si je le dis d'un ton péjoratif, c'est pas pour insulter Twilight, c'est pour dire arrêtez de faire toujours les mêmes choses, arrêtez de copier ce qui marche, c'est bon. Mais là, ça en donne que l'apparence, parce que les choses vont tourner différemment. Je peux pas vraiment vous dire en quoi, mais je pense que vous pourrez peut-être le deviner. En tout cas, c'est pas autant une copie de Twilight que ce qu'on pourrait croire, ça l'est vraiment sur le début. Lycéenne, beau mec qui arrive, ils vont sortir ensemble, et il va y avoir des éléments perturbateurs. Mais les éléments perturbateurs et comment leur couple va évoluer, quelles sont les raisons d'agir profondes de Cal pour se rapprocher d'elle, ça va être différent, ça va être plus intéressant. Maintenant, comme je vous dis, cette auteure, elle rate systématiquement ses fins, et ce qui est dommage parce que, justement, les idées qui sont derrière, je les trouve ultra stylées. C'est, je pense, la plus grande qualité de cette auteure, justement, de nous donner des histoires où on a l'impression qu'on sait très bien ce qui va se passer, et que c'est quelque chose de déjà vu, et où on est un peu sur notre petit nuage à se dire, bah voilà, on va être dans une histoire bisounours d'amour à la con. Et à un moment, il se passe des trucs vraiment beaucoup plus sombres, où on se dit, oh là là, mais c'est un truc de dingue. Mais en fin de compte, ces trucs se terminent presque toujours en queue de poisson. Et c'est vraiment dommage parce que j'aime beaucoup le concept en fait de démarrer un truc qui donne l'impression d'être cliché et qui ensuite part dans une direction différente. Quoi. Mais du coup l'évolution de Morgane dans ce tome-là, c'est que l'évolution de Morgane par rapport à la Wicca. Admettons qu'elle a une mémoire ancestrale, mais je trouve quand même que ça va très vite et on peut s'identifier à elle au début quand elle y connaît rien, mais très rapidement elle se comporte comme si elle connaissait tout. Alors qu'elle vient de commencer, et du coup, voilà, je trouve ça un petit peu irréaliste ou un petit peu que ça nous sort un petit peu de l'histoire. L'univers et les créatures, c'est notre monde, sauf qu'il y a la Wicca qui existe et c'est quelque chose qui fait de la vraie magie. Maintenant, une des autres critiques que j'ai envie de faire à cette saga dans la globalité, c'est que moi, vous savez que j'adore quand la magie est carrée, qu'il y a des règles, qu'on les respecte, etc. Qu'au départ, les persos les connaissent pas, donc ils font des trucs un petit peu aléatoires, random, qui sonnent bordéliques, mais que finalement, ils finissent par les apprendre et les comprendre, et qu'au bout d'un moment, tout paraît cohérent. Et du coup, cette saga, et cette auteure, globalement, elle fait toujours ça. Ça a toujours l'air ultra génial au début quand les persos découvrent, parce qu'il y a le côté où on a l'impression qu'il y a des règles et en fait que les persos font un peu n'importe quoi, mais qu'il y a une explication. Et ensuite, le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment d'évolution. Ça en reste toujours à ce stade. Il y a des règles, mais elles sont pas très claires, elles sont un peu floues, on sait pas trop ce qu'on peut en faire, et les persos font des trucs à certains moments complètement ouf, et à d'autres moments on sait pas trop pourquoi ils les font pas. La magie, ça fait des trucs géniaux. Voilà, par exemple, il y a un moment, deux gars qui sont supposés être des sorciers de sang, alors qu'on nous a dit plein de fois que la magie pouvait faire des trucs de ouf, et ben ils s'en veulent, ils se battent,
et ils se battent en se poussant par terre, en se tapant dessus, en se mettant des coups de poing dans la gueule. Et je me suis dit, mais vous êtes sérieux? Je veux bien vous croire que même dans Harry Potter, on peut mettre son poing dans la gueule de quelqu'un, c'est pas le problème, mais je trouve que c'est juste ultra décevant en fait. Si vous avez des pouvoirs et tout, pourquoi vous les utilisez pas? Après, vous allez me dire oui, le triple retour. Franchement, c'est quoi ce monde où on a un triple retour si on balance une boule d'énergie et pas si on met un coup de poing dans la gueule? Ça pourrait être défini, comme je vous avais dit, j'avais adoré Grim Lovely. C'était défini dans Grim Lovely que si vous faisiez des saloperies avec la magie, ça vous revenait en pleine gueule, alors que si vous les faisiez faire par quelqu'un d'autre, ça marchait. Et si vous faisiez des choses dégueulasses aussi sans magie, ça avait l'air de marcher aussi. Donc voilà, il y avait des lois et il y avait des moyens de les contourner, mais on savait quelles étaient ces lois, et du coup on pouvait en déduire comment les contourner, et ça expliquait pourquoi les gens agissaient. Là on sait pas, clairement, je trouve qu'on sait pas pourquoi les gars se tapent sur la gueule alors qu'ils pourraient utiliser la magie. En tout cas c'est pas clair. Et à plein de moments, on nous dit oui, le triple retour, etc. Mais Morgane, le fait par exemple qu'elle ait, comme je vous disais, rendu beau Robbie, le triple retour, c'est pas grave, c'était quelque chose de bien. Alors oui, elle l'a fait sans demander son avis, c'est pas bien. Mais qu'elle dit, j'aurais pu le faire, mais c'est pas moi. Bah oui, mais pourquoi tu l'as pas fait? Enfin, pourquoi t'as pas demandé à Robbie si... est-ce que c'était juste pour pas le vexer, entre guillemets? Tu dis, tiens, est-ce que tu voudrais que je corrige ton visage, ou je sais pas, mais... Il y a vraiment plein de trucs comme ça, je me dis, mais la magie, à des moments, elle fait des trucs de ouf, pourquoi vous en servez pas beaucoup plus? Et il y a un moment, Célène, la mère de Cal, elle apprend à Morgane à utiliser la magie pour rafraîchir son thé. Mais sérieusement, vous utilisez la magie pour rafraîchir le thé, alors que pour que rafraîchir le thé, il suffit d'attendre. Il y a des moments où vous faites des chichis pour utiliser la magie en mode, oui, mais il faut pas l'utiliser de manière, entre guillemets, irréfléchie, inconséquente, il faut le faire que pour les choses importantes et machin, mais par contre vous l'utilisez pour rafraîchir votre thé, et à un moment Morgane elle le fait chez elle et elle se dit oh là là, la magie c'est tellement cool quand même. Oui, c'est tellement cool, mais dans ces cas-là pourquoi tu t'en sers pas pour faire des choses que tu peux pas faire en temps normal? Utiliser la magie pour rafraîchir son thé alors que les mecs se tapent dessus quand ils ont envie de se battre, je sais pas, moi j'ai du mal à accrocher, hein, vraiment, j'ai du mal à voir la cohérence. Et du coup, j'ai vraiment l'impression que la magie, c'est quand ils veulent. Il y a un moment, Morgane nous dit oui, maintenant j'ai acquis un truc que je vais appeler la vision de mage, qui me permet de voir dans la nuit. On dirait que c'est l'auteur qui a trouvé juste une raison de décrire les scènes qui se passent dans la nuit, de manière visuelle, sans avoir à se prendre la tête sur la manière de les décrire, en décrétant qu'il existait la vision de mage, parce que on nous en avait pas parlé avant, ça a pas été introduit, enfin elle s'est pas demandé, tiens, il m'arrive un truc, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qui m'arrive. C'est le truc, il est sorti de nulle part dans un moment où on avait besoin qu'elle voie dans la nuit, elle voyait dans la nuit, elle nous a dit bah c'est ma vision de mage. Et je trouve que tout est comme ça. Encore une fois, pour un tome 1, moi je suis capable de dire beaucoup admettons et de me dire bah oui, parce que les règles vont être expliquées par la suite. Maintenant, comme je sais que ce sera pas le cas, tous ces petits trucs m'énervent. Comme je vous l'ai dit la dernière fois que je l'ai lu, ça me disait réellement ce que j'avais envie de croire, donc j'étais beaucoup plus sensible, mais là maintenant ça me... Enfin je vois tous les biais derrière et donc ça m'exaspère un peu. On comprend que les sorciers, ils se font des petites formules dans leur tête pour concentrer leur pouvoir et pour que leur volonté, entre guillemets, se matérialise. Et du coup, à un moment, Morgane dit, elle se répète dans sa tête, je suis invisible, je suis invisible, je suis invisible, et elle dit, ouais mais c'est Cal qui m'a appris ce truc. Alors je t'explique Morgane, c'est pas un truc que quelqu'un nous apprend, tout le monde fait ça. Si t'as peur qu'on te voit, la peur peut te faire des conneries. Si t'arrives à te convaincre qu'on ne te voit pas, tu vas réussir à agir de manière plus normale et donc t'auras moins de chances de te faire remarquer. En fait, ce que tu fais, ce que t'appelles de la magie, c'est juste un putain de biais de confirmation. Je pense que tout le monde est sensible à ça, parce que c'est sur ça que repose la sophrologie, les trucs de développement personnel et compagnie, enfin tous les trucs qui te demandent de répéter je suis génial. Mais c'est juste des biais en fait. Et le fait de faire reposer la magie là-dessus, je trouve ça extrêmement malaisant, parce que justement, comme je vous dis, la première fois que je l'ai lu, j'avais envie d'y croire, et je pense que c'est typiquement le genre de livre, un peu comme les livres de Bernard Werber, où il y a des gens qui vont les lire, qui vont y croire vraiment, qui vont essayer de le faire dans leur tête, de faire ce que fait Morgane, donc de se répéter une chose et de se convaincre que c'est vrai. Et en fait, c'est dangereux parce que tu perds la différence entre ce que tu veux croire et la réalité si tu fais ça. C'est quelque chose qui te coupe des autres gens, et tu vas peut-être avoir l'impression d'être fusionnel avec eux si eux-mêmes ils ont envie de croire ce que toi aussi t'as envie de croire, ou si en tout cas vos illusions ne se concurrencent pas ou ne se gênent pas mutuellement. Mais le truc, c'est que quand tu vas être confronté à la réalité derrière les illusions, parce que tu ne peux pas ne jamais y être confronté, sauf si tu meurs très vite, tu vas beaucoup souffrir, et tu vas aussi beaucoup faire souffrir la personne en face, parce que ça fait toujours mal en fait de voir quelqu'un qui est derrière une illusion et qui a besoin que cette illusion tienne debout pour vivre, et du coup t'as peur de la casser, t'es obligé de beaucoup te restreindre. Pour moi, c'est une attitude qui est extrêmement dangereuse, que ce soit pour soi-même, pour son sens de la réalité, mais aussi socialement. C'est quelque chose de très antisocial, et je trouve ça paradoxal, parce que la plupart des gens, justement, ont l'impression que c'est
quelque chose de profondément social qui va dans l'amour, etc. Parce que pour eux c'est la fusion et compagnie. Mais c'est une illusion, et à partir du moment où vous obligez les autres gens à vous conforter dans votre illusion et où vous réagissez mal s'ils vous en sortent, eh ben je suis désolée, pour moi c'est antisocial et c'est dangereux. Et je pense que l'auteur y croit réellement, parce que tous ses livres parlent de la Wicca, et tous ses livres prennent pour acquis ce genre de choses. Et comme je vous dis, son héroïne, elle arrive, elle débarque de nulle part, elle était chrétienne jusqu'ici, et en quelques chapitres, elle nous sort des par la déesse, au nom de la déesse, machin, et elle se met à avoir des petites phrases qui lui tournent en tête, et à se dire à quel point le monde est beau et génial et magnifique, et la nature et l'harmonie, et les cycles des saisons, la mort, la vie, la renaissance des animaux. Je trouve ça profondément hypocrite. Après, vous allez me dire, voilà, aujourd'hui j'ai beaucoup plus de problèmes qu'avant. Avant, peut-être ça me faisait triper ces trucs d'harmonie, de la nature et machin. Maintenant, j'ai juste l'impression que c'est des illusions, que c'est trop facile. Quand elle nous dit, oui, la feuille d'automne qui virevolte dans le vent et qui tombe par terre et qui se met à fusionner avec la terre, quel moyen poétique de dire qu'elle se décompose. Enfin, elle nous le décrit comme si la feuille était heureuse de tomber et que c'était juste une nouvelle expérience de mourir. Bah tant mieux si t'arrives à y croire, hein, mais on te fera moins la maline quand tu mourras réellement. Aujourd'hui, tout ça, ça me désole et ça me débecte presque un peu. Il y a des moments, j'ai l'impression que c'est comme si on me faisait manger des choses ultra sucrées. Je suis écœurée de tous ces bons sentiments, parce que j'y crois plus du tout. Et en fait, ouais, c'est vrai que cet auteur, c'est vraiment que ça, le côté harmonie, 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 tout va bien. Tout est parfait dans le meilleur des mondes, où on est dans un cycle. Il y a des choses sombres, il y a des choses du mal, mais en général, c'est des choses qui se font surtout du mal à elles-mêmes, et puis il faut les détruire et tout ira mieux si on les détruit. J'ai beaucoup de mal avec tout ça, donc mais ça, je pense que c'est pas forcément parce que c'est ma 3e lecture, je pense que c'est parce qu'aujourd'hui j'en suis énormément revenue de tout ça, et j'en suis d'autant plus revenue que j'ai été dedans à une époque. Donc l'univers et les lieux et les créatures, c'est notre monde, mais avec un arrière-plan ultra bisounours, de l'harmonie de tout. Si vous trouvez que ça vous fait vomir, ne le lisez pas, je pense. Logique et cohésion... C'est pas qu'il y en a pas, mais je pourrais pas non plus dire qu'il y en a. Je pense qu'il y a pas trop d'efforts qui sont faits à ce niveau, ni de risques qui sont pris. Mais comme je vous dis, si vous essayez de comprendre pourquoi les persos de temps en temps utilisent la magie pour refroidir leur thé, alors qu'ensuite ils se foutent des poings dans la gueule, là on touche un peu aux limites de la logique de ce livre et globalement de cet auteur, je pense. Parce que dans tous ces livres c'est comme ça. Ces persos ils sont surpuissants, ils ont des pouvoirs de malade, mais souvent ils en viennent à se taper dessus et à se tuer avec des armes conventionnelles. C'est très décevant. Par contre, mystère et découverte, il y en a énormément, et c'est en grande partie sur ça que repose le bouquin. Le fait que Morgane flirte avec le côté obscur, ça lui donne du mystère. On se demande vraiment où l'histoire va aller. Le fait que Cal, on ne sait pas trop pourquoi il se rapproche autant de Morgane, et qu'on peut soupçonner qu'il a peut-être des raisons qui sont pas non plus si positives que ça. Ça rend aussi le livre beaucoup plus mystérieux et beaucoup plus intéressant. Il y a plusieurs persos dont on sait pas de quel côté ils sont, si c'est des méchants ou des gentils, quelles sont leurs intentions. Là, dans la 3e partie du 1er tome, on a Hunter et Sky qui sont aussi des sorciers de sang qui arrivent. Morgane, spontanément, les déteste, et elle les sent pas du tout, et elle les voit rôder autour de chez elle, et elle retrouve des runes un peu mystérieuses aussi posées autour de chez elle. Donc ouais, il y a beaucoup de mystères et de découvertes, outre le fait que si on connaît pas la Wicca, on découvre des choses là-dessus. Le fait que les persos aient tous des raisons d'agir qui leur sont propres et qu'on connaît pas du tout. Et puis le fait de mettre le petit journal au début où ça nous permet d'apprendre des choses sur d'autres persos. Mais qu'au début on sait pas qui c'est et on peut se le demander, et qu'en général au bout d'un moment on a la révélation. C'est vraiment bien géré à ce niveau, et c'est la plus grande qualité du bouquin du coup, le mystère et la découverte. L'écriture, elle est complètement moyenne. Pour moi, elle a rien de spécial, ni en bien ni en mal. C'est très facile à lire. Mais il y a vraiment des moments avec des dialogues complètement anodins. D'un côté, ça donne justement un côté immersif, parce qu'on se dit, voilà, la magie débarque, mais au moins on voit qu'elle débarque dans notre monde, avec un contexte hyper familier, voilà, du lycée, les ados qui font des sorties ensemble, qui vont au ciné, machin, tout ça. Mais d'un autre côté, quand je lis ce livre, il y avait vraiment des moments où je me disais, ouais, bon, je vois bien que c'est vraiment pas de la grande littérature, quoi. On est vraiment dans un truc hyper anodin qui pourrait être justement une fanfic ou un truc comme ça. Ça va vraiment à l'essentiel, et c'est très anodin. Vous allez pas trouver du vocabulaire compliqué, à part celui qui est en rapport avec la Wicca, évidemment. Du coup, je dirais vraiment que l'écriture, c'est pas un défaut, mais c'est pas non plus une qualité. Poésie et contemplation. Alors si, pour vous, vous êtes sensible, comme je vous disais, au délire sur l'harmonie de la nature, les animaux, les plantes, le fait que tout ait sa place dans l'univers, et puis quand elle fait un cercle, elle a l'impression de se retrouver dans l'espace et de toucher les étoiles. Si vous êtes sensible à tout ça, vous allez peut-être y trouver de la poésie et de la contemplation. Moi, je trouve ça plutôt cliché. Maintenant, c'en est quand même, je pense. Donc c'est pas à zéro, mais ça vole pas très haut non plus. Suspense et action,
C'est pas, comme je vous disais, une qualité non plus de cet auteur parce que autant sur le suspense, oui, autant sur l'action, non. Comme je vous disais, les gars qui se tapent dessus alors qu'on pourrait faire des trucs classe avec de la magie, c'est dommage. Et ce sera toujours comme ça. À chaque fois, il y a des suspens qui font que la pression monte et qu'on se dit putain, il va se passer des trucs de ouf. Et quasi systématiquement, les scènes finales sont plutôt décevantes. Alors il y en a des biens, mais on en reparlera si je continue la saga et que je vous parle des tomes suivants. Là pour l'instant ça s'est pas encore trop vu, mais quand même de l'action il y en a pas beaucoup et c'est pas la plus grande qualité de cet auteur. Les dialogues ils sont plutôt bons, ouais on sent quand même le côté ado. Je dirais pas qu'il y a une grosse différence avec les adultes, mais il y en a quand même un petit peu, et puis il y a comme je vous disais tout le vocabulaire de la Wicca, tous les mots un peu... je sais pas si on peut dire écossais, gaélique ou je sais pas quoi, enfin tout le vocabulaire de la Wicca comme ça qui est intégré dans le truc et qui donne un peu de profondeur au concept, comme je vous disais les noms des clans, les formules magiques, tout ça, enfin le fait qu'ils ont 2 noms, etc. Je trouve que ça donne quand même de la profondeur à l'univers. Bah du coup oui, je dirais que les dialogues, on est dans du moyen plus, mais il y a quand même un petit plus. Crédibilité, réalisme, je resterai dans le moyen. Je trouve pas qu'on voit tant que ça de différence entre les persos et tout, mais y a rien de choquant. Originalité, côté marquant, non, à part comme je vous disais pour le vocabulaire de la Wicca. En note globale, j'avais mis 7 à toute la saga. Je pense que ce tome il vaut toujours bien un 7. Il y a peut-être des tomes auxquels j'y réfléchirai si je continue de la lire. En tout cas, là, mon impression, oui, elle est bien sur un 7. Alors vous allez me dire, peut-être j'étais beaucoup critique pour un 7. Mais j'ai dit tout ce qui m'avait dérangé parce que j'y ai pensé et que j'avais besoin de le dire. Maintenant, je trouve quand même que c'est un livre facile à lire, sympa. Niveau divertissement, ça fait bien le taf. Voilà, il y a les petites conditions d'utilisation que je vous disais tout à l'heure. Hein. Si vous êtes un minimum sensible... au délire de, voilà, un mec mystérieux avec potentiellement des côtés sombres qui débarque dans un lycée, tout ça. Je pense que c'est quand même une lecture qui plairait beaucoup moins aux mecs, à moins que ce soit des mecs qui soient passionnés par la Wicca et qui soient en train de la découvrir, parce que je pense que si vous y connaissez déjà beaucoup, ça va pas non plus vous faire sauter au plafond. À part si vous êtes un mec qui est en train de découvrir la Wicca, sinon je vois pas trop pourquoi ça vous passionnerait. Si vous êtes une fille et que vous avez... tendance à triper sur ce genre de choses, vous pouvez essayer. Donc je le conseille plutôt, mais pas n'importe qui. Et puis il faut garder à l'esprit que c'est vraiment du divertissement et que c'est pas un truc de fou. Sur ce, on va spoiler un peu, même si j'en ai pas vraiment besoin. Qui se tape dessus? Parce que je vous ai dit, voilà, il se tape dessus, ça m'a saoulé. C'est Hunter et Cal, évidemment. Hunter, donc c'était lui, le fameux Geomanache dont on avait les extraits de journaux dans la 3e partie, justement. On avait une alternance de lui et d'un autre truc dont je me rappelle pas le nom. Je crois que c'est Cal, si je me souviens bien, dans cette partie-là. C'est là qu'on commence à avoir le point de vue, justement, de Hunter qui dit que Cal n'est pas celui qu'il prétend être, que c'est un Woodban. Donc déjà, il apprend à Morgane qu'elle est une Woodban, donc elle est très perturbée par cette annonce évidemment, vu que depuis le début elle disait qu'elle en avait peur, qu'elle voulait pas en entendre parler. Comme je vous disais, Cal il disait toujours non mais il y a pas de mal dans la Wicca, c'est que du positif, c'est l'harmonie de tout. Et en fait elle se rend compte après, Morgane, que quand elle demande l'avis à certains autres sorciers, ils lui disent bah oui bien sûr qu'il y a un côté obscur, et c'est quelque chose qui va beaucoup revenir dans la saga, que les méchants disent qu'il n'y a pas de côté obscur. Donc ils vont vous dire méfiez-vous des gens qui vous disent que tout est relatif, qu'il n'y a pas de bien et de mal, que tout est harmonieux et compagnie. Moi perso je suis quand même beaucoup plus sensible à ce type de discours que à ceux qui décrètent vraiment qu'il y a un côté bon et un côté sombre et que tout est cloisonné quoi. Donc Morgane est une Woodban, mais elle descend d'un clan de Woodban qui avait arrêté d'utiliser la magie noire entre guillemets et qui voulait essayer de se racheter, et qui se sont tous fait tuer. Et Cal et sa mère seraient aussi des Woodban. Hunter veut arrêter Cal, on sait pas trop pourquoi, mais justement Hunter dit à Morgane mais il s'intéresse pas à toi pour les raisons que tu penses, et on peut pas t'en vouloir de t'être rapproché de lui parce que t'es au courant de rien, mais méfie-toi de lui, éloigne-toi de lui, il est dangereux. Évidemment Morgane ne veut pas en entendre parler, et je trouve que Hunter c'est pas du tout bien expliqué, parce que là on pouvait que le détester et avoir envie de protéger Cal dans les circonstances actuelles vu ce qu'il a dit et vu ce que Morgane sait. Hunter va essayer d'arrêter Cal. Je trouve ça très bizarre. Je me souviens plus
Est-ce qu'il y a quelque chose qui justifie ça dans le tome suivant? Mais que Hunter soit le plus jeune tracker du conseil, etc., ok. Mais si il est vraiment sûr que Cal est un criminel et qu'il veut l'arrêter, est-ce que c'est vraiment logique de l'envoyer tout seul en pleine nuit chez Cal, alors que potentiellement il y aurait eu sa mère? Enfin, si Cal avait été avec sa mère face à lui, il l'aurait défoncé à deux, quoi. Donc pourquoi ils ont envoyé Hunter tout seul si c'était pour arrêter Cal, si c'était vraiment sûr qu'il était coupable? Je trouve ça très bizarre. Donc les deux se tapent dessus. Et évidemment, la scène finale... Enfin, je dis évidemment, mais... Voilà. La scène finale, Cal qui dit Morgane, à l'aide, au secours, il va me tuer. Et elle qui sait pas trop comment réagir. Alors à plein de moments, elle a des trucs magiques qui lui viennent. Elle a balancé une boule d'énergie au petit copain de sa sœur qui était en train de l'agresser sexuellement. Et par contre là, il y a rien qui lui vient. Alors elle lance la tamée qu'elle avait à la main. Et comme par hasard, qui va droit dans la gorge de Hunter. Et Hunter qui bascule, ou dans la nuque, je sais plus, mais enfin un endroit quand même un peu stratégique. Et Hunter tombe dans un fossé. Et donc on peut croire qu'il est mort et on peut se demander ce qui va se passer par la suite. Enfin, on peut croire qu'il est mort, mais quand même, quand il regarde en bas, il a disparu. Donc ils disent, ouais, il a dû être emporté par le courant. Ouais. Bon, en général, dans les livres pas très scrupuleux, si on voit pas les corps, il faut considérer que les persos sont pas morts. Mais de manière générale, dans la fiction, c'est presque toujours comme ça. Quand vous voyez pas les corps, les gens sont susceptibles de revenir. Je dis ça parce que moi-même, je pourrais très bien le faire, donc je vais pas trop cracher là-dessus non plus. Mais faut quand même reconnaître que c'est pas hyper réaliste. En tout cas, voilà, du coup, Cal dit à Morgane tu m'as sauvé, tu t'es battu pour moi comme t'avais promis que tu le ferais, notre histoire commence réellement. Reste à savoir pourquoi Hunter voulait l'arrêter. Moi, j'aurais trouvé ça sympa, justement, si... Enfin bon, là, après, vous allez me dire, je vais spoiler la suite, mais... Quand je vois cette fin, je me dis ça va être génial parce que Cal a l'air d'être vraiment amoureux du coup de Morgane. Donc peut-être qu'il avait des intentions bizarres vis-à-vis d'elle au départ, mais en tout cas il a l'air de tomber vraiment amoureux d'elle au fur et à mesure. Et donc il va peut-être l'entraîner dans leur truc obscur. Et Morgane, vu qu'elle a été initiée par lui et de cette manière-là, elle va très probablement les rejoindre. Parce que c'est eux qui l'ont formé, c'est eux qui l'ont influencé. Et du coup, ça aurait été une manière de nous faire rejoindre le côté obscur avec des bonnes intentions, de manière justement fluide, sans que pour nous, il ressemble à un côté obscur. Et où on pourrait s'en rendre compte par la suite à travers les autres persos. Vous savez que j'adore ça. Je vous ai déjà dit, j'adore ça dans les Midnighters, j'adore ça dans beaucoup de sagas. Les sagas, justement, pour ados qui ont le courage, si je puis dire, de faire ça. Il doit en falloir, puisque la plupart des gens ne le font pas. Où on a des retournements de perspective, où on est avec des persos, de notre point de vue, c'est les héros, et les autres sont les méchants, etc. Mais quand on comprend que du point de vue des autres, eux, ils peuvent très bien être les méchants, et ben moi, je trouve ça génial, parce que je trouve que c'est beaucoup plus réaliste comme ça. Donc là, ça avait l'air de promettre. Mais malheureusement, je sais déjà que je serais déçue. Cette fin, comme je vous disais, cliffhanger, ça me saoule, mais c'est pas la pire. Sur les tomes précédents, il y en avait un où ça se terminait quand Morgane se faisait griller dans le bureau de Selene, où elle était rentrée, alors qu'elle n'était pas supposée avoir le droit d'y rentrer. On voyait Cal et Selene qui la regardaient avec un air ultra inquiétant, alors qu'elle se disait, mais je les connais, je les aime, et d'habitude ils sont gentils, etc. Et là, ils arrivent et ils la regardent avec un air où elle a l'impression de pas les reconnaître, et où elle a vraiment peur sur le moment, et le livre se termine là-dessus. En fait, après, au début du livre suivant, il n'y a quasi aucune conséquence. Elle dit à Selene, bah oui, j'ai trouvé le livre de ma mère dans ta bibliothèque, pourquoi tu me l'as pas donné? Et je vais le prendre, je vais l'emmener chez moi. Et elle-même a dit qu'elle se reprend de son audace et tout. Et Selene lui dit, oui, t'as raison, il te revient de droit. Bon, ils insistent un peu quand même en disant, mais t'avais pas le droit de te trouver là, et t'avais pas le droit de rentrer dans cette bibliothèque. Mais comme elle dit qu'elle a trouvé le livre de sa mère, et pourquoi tu me l'as pas donné, machin, bah finalement, elle dit, ok, je te le donne, et puis ça passe à la trappe, et puis l'histoire continue. Ok, le livre de sa mère, c'est un truc important, et arrêter ça là-dessus, genre elle a trouvé le livre de sa mère, mais par contre... Elle est prise en flagrant délit de fouiller dans la bibliothèque de Selene, et Selene a l'air... et Cal aussi, les deux ont l'air un peu agressifs, et soudainement on se demande est-ce que finalement ils vont lui faire du mal, etc. Tac, le livre s'arrête, et le livre suivant reprend, et en fait il se passe rien de spécial. Je trouve ça quand même assez décevant, assez dommage. Je me souviens plus exactement sur quoi s'arrêtait le premier, mais je pense que c'était aussi un truc un peu comme ça, un peu où... il me semble que c'était peut-être un truc avec Brie... genre où elle avait l'air malveillante ou je sais pas quoi, où ça s'arrêtait là-dessus. Et puis bon, effectivement, par la suite, elle l'est un peu, mais ça a pas de conséquences de fou non plus. La vengeance de Brie, à un moment, c'est qu'elle lui balance, je sais plus, un ballon, je crois, en pleine gueule, et que du coup, ça lui casse le nez. Je vous dis, c'est un peu triste. Après, Brie, elle peut pas faire de magie, donc admettons. Mais on est vraiment dans des trucs très terre-à-terre, alternés avec des moments où, voilà, on utilise la magie pour rafraîchir le thé. Donc. Alors qu'il suffirait de mettre une goutte de lait ou d'eau, ou juste d'attendre. Mais on utilise la magie pour ça. Mais par contre, utiliser la magie pour guérir les boutons de Robbie, c'était pas bien. Pour
faire éclore des boutons de fleurs en automne, c'était pas bien. Quand vous faites des trucs qui ont l'air vraiment intéressants avec la magie, c'est pas bien, mais par contre vous pouvez rafraîchir votre thé, je sais pas. Si, il y a aussi le moment où Cal invite Morgane chez lui et où on pense qu'ils vont faire l'amour et où finalement elle a dit qu'elle est pas prête. Et lui il dit bon bah ça me dérange pas, de toute façon je serai toujours là plus tard. Ça donne encore un côté où on a l'impression que c'est le mec parfait, mais on peut se demander aussi pourquoi Morgane dit qu'elle est pas prête. Est-ce que c'est une fille chiante ou est-ce qu'elle a un mauvais pressentiment et que justement elle arrive pas vraiment encore à lui faire confiance parce qu'il y a des choses quand même sur lui qu'elle sait pas et qu'elle en est un peu consciente et tout, ou est-ce que voilà encore une fois c'est parce qu'elle est destinée à quelqu'un d'autre et que au fond d'elle elle le sait même si elle le sait pas consciemment. Avec cet auteur je me dis que c'est possible et que c'est dommage. Je suis pas complètement mécontente de l'avoir relu et comme je vous ai dit j'ai quand même apprécié l'expérience et j'étais quand même prise dans le suspense et tout. Ça m'a rappelé des souvenirs et rien que pour ça je suis quand même un peu contente, mais j'en avais une impression comme si c'était un truc vraiment génial la première fois que je l'ai découvert et que c'était juste les fins qui étaient décevantes et que du coup le début était super et les fins étaient nulles. Et là quand je le relis je trouve quand même que c'est bateau. Je dirais pas que c'est mauvais, mais c'est bateau. Donc je me dis que bon, à l'époque, ça devait être le bateau que j'avais envie de prendre. Hein. Très clairement, je pense que ça allait totalement dans mes propres biais de confirmation. Donc c'est pour ça que j'ai dû trouver ça cool. Parce que c'est pas l'écriture, en tout cas, qui est spécialement bonne. C'est pas la manière de raconter. Enfin, il y a rien d'exceptionnel, en fait. Donc c'est forcément quelque chose dans le contenu qui m'a plu. Voilà, typiquement, c'est quelque chose qui me plaît plus vraiment aujourd'hui. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde. Je vais potentiellement continuer cette saga, puisque c'est ce que mon ami, qu'on va appeler Myosotis, m'a demandé de commenter. Maintenant, je pense pas que je vais les enchaîner, mais en tout cas, je pense que je vais en faire un de temps en temps. J'espère que ça dérangera pas les gens qui sont pas spécialement intéressés par cette saga, parce que c'est long. Même en faisant les tomes regroupés en 3-3, enfin en 3 par 3 comme ça, je pense qu'il y en a quand même un certain nombre. Je suis pas capable de dire combien, parce que je les ai lus dans je sais pas combien d'éditions différentes, et donc ça va être compliqué tout ça. Je pense que je vais faire autre chose la prochaine fois, si ça peut vous rassurer, pour certains. Et désolé pour Myosotis si t'es là, si t'espérais avoir là rapidement la suite. En même temps, je pense pas que t'aies besoin que je le fasse rapidement non plus. Je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Faites attention aux biais, et j'ai rien contre les Wiccans. Et du coup, salut!